Une nouvelle plainte contre Gérald Darmanin et puis des réformes tous azimuts, c'est ainsi qu'on les qualifie. Et nous sommes avec le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors Gérald Darmanin dénonce une nouvelle calomnie, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée contre lui, une plainte pour abus de faiblesse, non pas accusation de viol, mais abus de faiblesse. Il peut encore être ministre ? C'est à lui et au président de la République d'en décider. Vous savez, les deux seuls qui peuvent maintenir quelqu'un au gouvernement, c'est l'intéressé lui-même et le président de la République. Bien sûr. Bien sûr. Bon, je ne sais pas si le Premier ministre lui a maintenu, comme il avait dit la dernière fois, sa totale confiance. Mais voilà, maintenant la décision lui appartient et appartient au président. Vous regrettez cette rumeur permanente, c'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Vous savez... Il y a des faits, ce sont des rumeurs. Bon, il y a des faits où il n'y a pas de faits. Et on voit bien qu'on ne peut pas vivre, des personnalités en vue, comme le ministre du Budget ou d'autres ministres du gouvernement qu'on peut être concernés, vivent sous cette pression permanente. Donc c'est aussi à la justice d'aller rapidement. Et c'est aussi la raison pour laquelle, vous savez, quand on avance sur le terrain de la justice en disant les ministres sont des justiciables comme les autres, oui, simplement, leur exposition fait que je pense qu'il faut aussi que la justice aille vite. On ne peut pas vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête. Je veux dire, c'est aussi grave d'un côté que de l'autre. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde aux Républicains, parce qu'on a senti qu'il y en a certains qui appelaient à la démission, comme Mme Sayet, et puis d'autres qui sont plus réservés. Il y a eu un sujet de cohérence de la part du président de la République, c'est-à-dire qu'il a fait démissionner ou sorti du gouvernement certains de ses ministres dès un dépôt de plainte, et pour d'autres, maintenant, j'ai cru comprendre qu'il expliquait que c'était la mise en examen. Donc on demande au président de la République d'être cohérent. Oui. Quand on est mis en examen, on doit partir là, pour vous ? C'est la décision. Moi, vous êtes prudent là-dessus. Je suis prudent, c'est la décision du président de la République. C'est à lui de l'assumer et c'est aux intéressés de l'assumer aussi. Donc, mais en tout cas, que la justice aille vite. On ne peut pas gouverner et fonctionner de cette manière. D'accord. Alors, le président de la République, là, pour le coup, il a été très précis sur le service national. Après quelques jours de flottement, il y aura un service national, nous dit-il, de 3 à 6 mois. C'est ce qui est important de votre phrase, c'est « nous dit-il ». Nous dit-il, oui. Oui. Ben oui, justement. Alors, vous êtes pour, vous ? Écoutez, on va attendre de voir ce qu'il y a. Sur le principe du service national, on a toujours été favorable, républicain. Simplement, là où on a toujours mis une réserve, c'est le coût. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours été prudent en disant, attention, c'est pas en période où il faut diminuer la dépense publique, on va remettre, là, on va sortir combien 3, 4, 5, 6 milliards sur la table par an, ça va être de cet ordre. Alors, je crois qu'en rythme de croisière, ce sera moins que cela, mais pour la mise en place, c'est un service national qui ne doit pas être militaire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas vocation à être militaire, il est civique. Mais, vous savez, avant de rentrer là-dedans, on est vraiment dans le mode de fonctionnement du président de la République. J'avais parlé d'un système chasse d'eau des fumigènes. C'est-à-dire qu'une annonce se chasse l'autre. Effet fumigène, oui. Écoutez, en 4 jours, on nous a annoncé la grande réforme du service national, un grand plan hôpital, la réforme, l'organisation, la réforme du baccalauréat, l'organisation de l'islam de France, rien que ça en 4 jours. Oui. Donc, l'organisation de l'islam de France, la semaine prochaine, il va y en avoir d'autres. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va trop vite? Non, ça veut dire que concrètement, ce sont des écrans de fumée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Derrière ça, regardez où en sont les... C'est pas préparé, tous ces sujets ne sont pas préparés. Où en sont les annonces précédentes lorsque le président de la République nous avait annoncé pas une seule école ne fermera en milieu rural. Il l'annonce dans un discours écrit à la conférence des territoires devant le Sénat. La réalité, aujourd'hui, 6 mois après ce discours, c'est que c'est par centaines que les classes ferment partout dans les zones rurales. Comment vous le savez, ça? Parce que ce sont les remontées des départements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a plus de 100 écoles qui bien au-delà, bien au-delà. Depuis quand? Depuis la rentrée scolaire? Non, les annonces sont faites aujourd'hui par les inspections d'académie qui commencent à expliquer les fermetures de classes et qui vont se faire dans les zones rurales. Là où le président de la République, le 17 juillet, avait annoncé formellement « pas une classe ne fermera en milieu rural ». C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne tient pas ses promesses?
non seulement il ne tient pas ses promesses, mais il ment. Il ment. Il ment. C'est aussi simple que ça. La dépense publique qui devait baisser, la dépense publique, elle augmente de 2%, exactement sur le même rythme qu'avec François Hollande. Et à chaque fois, on crée un écran de fumée pour pas avoir à faire l'évaluation précise d'une annonce. Eh bien, on repart dans une nouvelle annonce. Donc, et on essaie de noyer l'opinion, voilà, m'attaquant à coup d'annonce. Mais tout ça, vous savez, n'aura qu'un temps. Le climat, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le climat qui était plutôt favorable depuis l'élection présidentielle, vous sentez qu'il est en train de changer? Oui, ça bouge parce que tout simplement, tout cela ne résiste pas à l'épreuve des faits. Ouais. Et les faits, c'est que M. Macron a menti sur les fermetures de classes en milieu rural. Il a menti aussi sur l'autorité, sur Notre-Dame-des-Landes. Sur Notre-Dame-de-Landes, il nous avait quand même dit clairement une décision. Oui, mais qu'il respecterait le référendum. La réalité, c'est qu'il s'est couché, son gouvernement se couche devant les voyous. C'est-à-dire, et on n'est pas avec des gentils écologistes, hein, on est avec des voyous, des casseurs qui attaquent à coups de batte de baseball les gendarmes, qui saccagent le centre-ville de Nantes, qui brûlent des voitures de gendarmerie, et là, l'État se couche. Vous estimez que Macron, en fait, c'est la continuité d'Hollande? Ah oui. Oui, pour le moment, écoutez, moi, je n'ai pas encore vu de réforme structurante. Où sont les réformes de structure? La réforme du Code du travail. La réforme du Code du travail, on l'a accompagnée parce qu'elle allait dans le bon sens, mais on ne va pas expliquer que c'est une réforme de structure d'avoir bougé 3 seuils, quand même. D'accord. La réforme de structure, elle est bien au-delà. Il y a un homme qui est très populaire à l'intérieur du gouvernement et qui va parler ce soir à la télévision dans une émission qui est très attendue, qui est Jean-Michel Blanquer. Beaucoup d'opinions favorables. Et il aurait pu être un ministre de droite, non? Oui, je pense qu'il aurait pu. Bon, ceci étant, moi, je pense qu'il faut aussi relativiser et garder tout cela avec un peu de sang-froid et le calme des vieilles troupes. Vous savez, un ministre de l'Éducation nationale, on l'évaluera dans 1 an ou 2. Vous êtes d'accord avec la réforme du baccalauréat tel qu'il l'a annoncé hier? Les objectifs correspondent à ce que l'on souhaitait. Ce qu'on reproche en revanche, c'est d'avoir tout pris à l'envers. C'est-à-dire d'avoir commencé à travailler sur l'orientation, sur le Parcoursup, avant d'avoir réformé le baccalauréat. Parcoursup, c'est pour l'accès à l'université. Voilà. Et réformer le baccalauréat avant d'avoir travaillé sur le programme des lycées. Oui. Le baccalauréat, c'est quoi? C'est une épreuve qui permet de vérifier les connaissances acquises dans un parcours. Oui. Or, il aurait peut-être été plus astucieux de commencer à travailler sur l'évaluation des connaissances, sur le parcours lui-même, avant de travailler sur l'évaluation. Ouais. Et sur le reste, bon, il y a ce phénomène de starisation. Attendons. On verra où il en sera dans 1 an. Sur le principe, quand même, d'accorder une place au contrôle continu, 40% c'est une bonne chose. Et 60% aux épreuves. Je ne sais pas si c'est le bon pourcentage, mais ça va dans le bon sens. Ça. Mais attendons de voir. Vous savez, on l'évaluera dans 1 an. Oui. Aujourd'hui, vous savez, c'est le phénomène de mode. Oui. C'est l'homme à la mode. C'est l'homme à la mode. Mais par définition, lorsqu'on a la mode aujourd'hui, on ne l'est plus demain. D'accord. On verra. Et encore moins après-demain. Donc, attendons. Alors, la reconstruction des Républicains, ça se passe bien? Ben écoutez, oui, ça y est, c'est en route, j'ose pas dire en marche, c'est en route. Et bon, après l'élection de Laurent Wauquiez, la composition de ses équipes, le bureau national, le bureau politique est en place, les groupes de travail ont démarré, ça y est, ça fonctionne, et puis on vient d'avoir 2 bons résultats aux élections partielles. Vous écoutez la petite musique dans les médias en disant, bon, finalement, la droite n'est plus libérale, ou libérale telle qu'elle aspirait à l'être pendant la primaire de la présidentielle. Elle est plutôt conservatrice, protectionniste. Elle a changé un petit peu de cap. C'est votre avis? La droite s'est toujours appuyée sur un trépied de tout temps. Ouais. Vous avez une sensibilité gaulliste qu'on appelait bonapartiste avant, plutôt attachée à l'État. Ouais. Vous avez les libéraux, et puis vous avez les démocrates chrétiens. C'est toujours ce trépied qui a fait les 3 sensibilités fortes de la droite. Il fallait tirer les enseignements des dernières élections. Et quand 2 défaites de suite aux présidentielles, 2 défaites de suite aux législatives, il faut quand même en tirer un certain nombre d'enseignements. C'est-à-dire que le discours était trop économique et trop libéral? Les classes populaires ne sont absolument pas retrouvées dans notre discours, c'est ça la réalité. Ouais. Et les 2 présidentielles, quand on gagne en 95, Jacques Chirac le fait avec le soutien des classes populaires, Nicolas Sarkozy en 2007 le fait avec le soutien des classes populaires. Ouais. Aujourd'hui, ils n'étaient pas avec nous. Et donc, quand on ne s'adresse pas à l'ensemble de la population française, on est à côté et on perd les élections. Et donc, aujourd'hui, il faut revenir sur le terrain,
Ce que nous faisons, nous, au groupe parlementaire, le président des Républicains va passer d'ailleurs 48 heures au Salon de l'Agriculture. Bah, écoutez, c'est vous y parfait. serez sans doute. Oui, oui, je serai avec lui. C'est aussi l'occasion d'aller au contact des régions de France. Mais au-delà de ça, on a lancé au groupe parlementaire la France des territoires. C'est-à-dire que, vous voyez, toutes les 3 semaines à peu près, il y a 3, 4, 5, 6 députés du groupe qui vont en immersion pendant 2 jours dans un département. On fait la même chose, Laurent Wauquiez a fait la même chose avec ses secrétaires nationaux, ses secrétaires généraux adjoints, à qui il demande d'aller dans chaque fédération. Il faut renouer avec le terrain. Il va aller à Mayotte bientôt. Oui. Il va y rester d'ailleurs sur un long séjour parce que je pense que c'est important. De l'immigration. Vraisemblablement de 3 jours. C'est important d'être sur les terrains, d'être au contact. Est-ce que vous êtes d'accord avec le discours du président de la République, le discours général, j'entends, de dire non aux revendications des Corses pour aller au-delà, mais en revanche, on peut accepter l'inscription de la Corse dans la Constitution? Je pense que le diable se cache justement dans les détails. Et l'inquiétude que j'ai, le président de la République, comme d'habitude, il prend le ton martial, le temps de la photo, des images qui sont retransmises aux 20 heures, et après, on risque de tout lâcher. Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'on inscrive la Corse dans notre Constitution. Parce que la Corse, elle fait partie de la métropole. Et d'ailleurs, quand les Corses parlent du continent, vous les entendez jamais parler de la métropole. On n'est pas dans la France d'outre-mer, on est dans la France métropolitaine. Et si on inscrit la Corse, pourquoi on n'inscrirait pas les Flandres, et pourquoi on n'inscrirait pas l'Alsace, et pourquoi on n'inscrirait pas la Bretagne? Ça n'est pas. C'est la France des territoires, ça. Oui, non, mais la France, c'est un peuple de France et une nation. D'accord. C'est possible quand même, dans un même parti, d'avoir Guillaume Pelletier, qui est plutôt très eurosceptique, qui critique souvent l'Europe, et puis Madame Calmels, donc les 2 vice-présidents, et elle, Madame Calmels, qui est plus pro-européenne et qui défend au contraire eh bien, un axe qui n'est pas très lointain de celui du président de la République quand même. C'est la capacité qu'a Laurent Wauquiez à rassembler. Il a cette capacité. La démonstration, vous venez de la faire. Les accusations en droitisation sont, à votre avis, abusives? Sont stupides. Laurent Wauquiez, c'est d'abord un pragmatique. Ouais. C'est quelqu'un qui aime le concret, qui aime le pragmatisme. Il l'a démontré dans sa ville du Puy-en-Velay, il démontre dans sa région, et il démontre aujourd'hui la manière dont il a pris la main sur les Républicains. On peut faire on rassemble, et puis on débat, on discute, et après, on trace une ligne. Ouais. C'est comme ça qu'un grand parti politique doit fonctionner, avec une liberté de parole totale à l'intérieur. Ouais. En revanche, lorsque la position est arrêtée, eh bien, c'est la position de notre famille politique. La position est arrêtée, c'est laquelle, la position qui est arrêtée? C'est celle c'est la voix de Laurent Wauquiez? Oui, c'est Laurent Wauquiez qui l'incarnera. D'accord. Mais tout ça se nourrit d'une réflexion commune sur tous les sujets. Vous savez, on est en train de lancer, il a lancé un travail important sur l'immigration. Nous sommes en train de travailler dessus. On lance aussi des groupes de travail sur l'Europe. On le fait sur la Constitution. Donc, sur chacun de ces sujets, toutes les sensibilités s'expriment. Et puis, il y a un moment, c'est le rôle du président de rendre les arbitrages et d'arrêter la ligne. Vous participez à tous ces groupes ou oui, vous avez des préférences? Oui, pas beaucoup, oui. Voilà. Au moins sur les réunions d'arbitrage. Nous sommes avec le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, et c'est avec vos questions qu'on va continuer cette émission en présence de Valentin Pilate. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Christian Jacob. Bonjour. Nous avons une première question de Thomas qui aimerait savoir si vous comptez faire une alliance, une potentielle alliance pour les listes des élections européennes en 2019 avec l'ensemble des partis de droite afin de contrer les pro-Europe convaincus de gauche et contrer La République En Marche. L'alliance ne se fait pas avec des partis. C'est la capacité que l'on a rassemblée sur un message dans lequel les Français se reconnaissent. Ce n'est pas des accords de boutiquier. Nous sommes une grande famille politique. On définit une ligne et qui prend en compte l'aspiration des Français. C'est les Français qui se retrouvent dans cette ligne. Donc, hors de question de passer des alliances... Qui que ce soit. D'accord. Une question d'Annick qui aimerait savoir ce que vous pensez de la réforme des retraites à venir pour 2019. Elle a été reportée. On pense plutôt sur un régime des retraites unique. On différencierait plus le secteur privé du secteur public. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, sur ce principe, nous y sommes favorables, mais j'ai rencontré M. Delevoye, je pense que c'est loin d'être aussi clair que ça. On est parti là dans un charabia auquel je n'ai pas compris grand-chose. C'est quoi le charabia en question? Je ne sais pas très bien où on va aller. Moi, je crois que les retraites, c'est un système assez simple. Il y a trois options. Soit vous baissez les pensions des retraités. Ce que fait le gouvernement, il s'est attaqué aux pensions par la fiscalité avec la CSG. Soit vous augmentez les cotisations, ce qu'avait fait d'ailleurs le gouvernement précédent, vous perdez de la compétitivité. Soit vous allongez la durée de cotisation. Nous sommes clairement favorables à l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas plomber la compétitivité et le pouvoir d'achat avec une augmentation des cotisations, et on ne veut surtout pas s'attaquer non plus aux pensions et aux retraités qui ont travaillé 40 ans de leur vie et qui méritent une retraite digne. Donc ça veut dire qu'on assume clairement le fait qu'il faut allonger la durée de cotisation, et ça veut dire, bien entendu, équité publique-privée, et ça veut dire la fin des régimes spéciaux. Et vous avez oublié une réforme possible des retraites, c'est de mélanger capitalisation et répartition. Moi, je reste attaché au modèle actuel de répartition. D'accord. Après, on peut, sur les complémentaires, aller sur des systèmes à points, sur des systèmes de capitalisation. Ouais. Ça existe déjà, et ça, on peut tout à fait continuer. Quand vous dites retarder l'âge de départ à la retraite, c'est le retarder à quel âge ? Je pense qu'on pourrait avoir un âge légal à 65 ans, ce qui était le cas il y a 30 ans. C'était le cas il y a 35 François ans. Mitterrand qui nous a fait en 81, il y a 35 ans, on était à 65 ans et l'allongement de la durée de la vie s'est fait de 10 ans, au moins de 10 ans en bonne santé depuis. Donc je pense que... Et nos voisins, les Espagnols, les Allemands, les Anglais sont plutôt à 67, 68 ans. D'accord. Hier, à la surprise générale, Jawad Ben Daoud a été relaxé. Il y a eu énormément de commentaires. Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh. Dit le logeur de Daesh. Des terroristes du 13 novembre 2015. Absolument. Il y a eu énormément de commentaires hier sur les réseaux sur cette décision, notamment celui de Gary qui s'indigne et qui nous dit, je cite, « Il a déjà fait de la prison pour violence grave, a menacé les avocats adverses, n'a cessé de parler d'actes illégaux, en l'occurrence trafic de stupéfiants, et finit, je cite, « pépère dans les rues. Bravo, elle est belle la justice ». Énormément de commentaires comme celui-ci. Votre commentaire, Christian Jacob, là-dessus. Ça vous a choqué? J'étais très surpris. J'avoue que je pense que personne, c'est pour ça que ça a suscité beaucoup d'arguments. Personne ne s'attendait à cette décision. Moi, je suis le premier surpris. Maintenant, j'imagine que le tribunal a eu à sa connaissance des éléments qu'on n'a pas. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs qui permettent de penser mais c'est vrai que dans toutes les informations qu'on a eues par voie de presse, personne n'imaginait qu'il soit remis en liberté. Mais cette décision, ça n'est pas à moi de la contester. Je pense qu'elle a été prise avec des éléments probants. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle surprend. Le parquet fait appel. Normal. Oui, ce qui est normal. D'accord. Une question de Flo, on bascule sur autre chose, sur plutôt la classe politique en général. Doit-on demander à un homme public d'être irréprochable sous tout rapport? Nous dit-il en direct sur Facebook. La définition dans tout rapport. Vous savez, les hommes et les femmes politiques ont une obligation de respectabilité qui est forcément beaucoup plus forte que l'ensemble des concitoyens. Après, faisons attention sur ce débat sur la transparence en permanence qui devient... vous inquiète, ce débat? Oui. Il y a une dérive? Oui, il y a objectivement une dérive qui devient du voyeurisme et qui finit à plus ressembler à grand-chose. C'est dangereux pour la démocratie, ça? Moi, je pense que c'est tout à fait dangereux. Je pense que c'est dangereux parce qu'on réagit dans l'instant, sans le recul et la nécessaire réflexion, et puis surtout des éléments fondés. Donc, sur une rumeur, sur une réaction sur un compte Twitter, sur une page Facebook, on emballe la toile et je veux dire, on traite plus bas que terre telle ou telle personnalité connue. Alors, après, voyons, les faits sont avérés ou ne le sont pas, mais en tout cas, on ne peut pas être dans cette outrance permanente de suspicion. C'est ce que nous dit Flo, justement. Il nous dit que le lynchage devient systématique au final. Dernière question. Le taux de chômage est au plus bas depuis 2009, à 8,9%. Et Joël pense que l'INSEE tripatouille les chiffres. Non, je pense pas. Je pense que le taux de chômage, ça se regarde sur la durée et ça se regarde toutes catégories confondues. Parce que bien souvent, on nous met la catégorie A. Il faut aussi... La façon dont c'est interprété, alors. Voilà, il faut regarder l'ensemble des catégories et puis on travaille sur une année. Le rythme des annonces tous les mois, alors maintenant on est passé tous les trimestres avec des ministres qui disent « moi je ne commande pas les chiffres uniquement quand ils sont mauvais ». Ça, de ne pas commenter les chiffres? Moi je pense qu'il faut le regarder sur l'année, il faut avoir les statistiques tous les 3 mois, je pense. Et vous êtes néanmoins d'accord pour dire que le climat général est je dirais,
pour entreprendre, pour embaucher, est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier? On bénéficie d'une croissance mondiale et européenne qui est importante, et au sein de la zone euro. La difficulté qui est la nôtre, parce que justement ce gouvernement ne fait pas de réforme de structure, c'est que nous sommes à la traîne de la zone euro. La zone euro est à 2,5 de croissance, nous sommes à un 8, un 9 de croissance. Donc on voit bien qu'il faut réformer rapidement, et là, pour le moment, M. Macron a gâché ces 7 mois, parce qu'aucune réforme de structure qui ont été faites pendant ces 7 mois. Donc on est dans l'effet d'annonce permanent. Voilà. Mais il y a un moment, on a envie de lui dire arrêtez d'annoncer et faites maintenant. C'était la conclusion de Christian Jacob à vos questions. Merci Christian Jacob de vous être prêté à l'exercice. Merci Valentin de vous être fait le médiateur de vos questions, et puis à demain pour de nouvelles aventures.